Bonjour à tous, 33e émission de Tête à Clash, c'est notre émission de rentrée. Et nous avons 4 invités. Tariq Dali, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la droite libre. Ah, ok. Christine Tazin. Bonjour. Bonjour Christine, vous avez mis votre belle robe d'été. Bien sûr, on est en été. Oui, c'est ça. Et vous êtes présidente de Résistance républicaine. Ok. Gabrielle Cluzel, Bonjour. également elle en tenue d'été et qui est toujours rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Exactement. Très bien. Et Olivier Piacentini. Bonjour Franck. Tout se passe bien. Vous devriez avoir par là sur l'écran l'incrustation de son livre qui s'appelle OPA sur l'Élysée. Voilà. Et donc vous êtes auteur. Voilà, une hagiographie de Macron. Oui, ça on imagine, vous connaissant. Et vous m'avez dit que vous avez travaillé sur un nouveau livre cet été. Oui, ben j'étais au Bénin, puisqu'on s'est quitté. Je vous avais dit que je partais en vacances au Bénin, un magnifique pays très tranquille, où on peut vraiment prendre des vacances au chaud et dans une ambiance très agréable avec des gens qui sont charmants. Et je suis toujours très inspiré là-bas, parce que mon premier livre, je l'ai écrit là-bas, et là, je suis en train d'écrire mon 6e livre, que j'ai bien entamé là-bas, sous les tropiques. Parfait. Encore une villa Médicis au Bénin qui donne l'inspiration aux Voilà, c'est pas une villa Médicis, c'est une villa Abomey Calavi. C'est la ville où j'habite là-bas. Ok. Voilà. Très bien. Allez, on y va. Sujet numéro 1. Alors, ce sujet numéro 1, c'est la rentrée désastreuse pour Emmanuel Macron. Alors, je dis rentrée désastreuse, l'été n'a pas été très très bon pour lui. Il y a eu l'affaire Benalla qui a quand même feuilletonné absolument tout l'été. Et puis maintenant, on voit une rentrée qui est difficile. La démission de Hulot, sur laquelle on reviendra plus tard. Des déficits qu'on voit qui ont du mal à être maîtrisés. Une croissance qui est plus ou moins atone, une reprise de l'inflation. Bref, les indicateurs vont pas dans le bon sens. Quand je vous ai proposé ce sujet, je vous ai dit le début de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça prédit quelque chose? Ça dit quelque chose sur Emmanuel Macron? Gabriel? Alors, il est un fait que la magie Macron a vécu. Ouais. Je pense que Emmanuel Macron a envoyé du rêve pendant peut-être 6 mois, voire 1 an. Et puis, pour moi, ça, Leonarda, c'est quand même l'affaire Benalla. C'est vrai que l'affaire Benalla, je pense, a fait perdre, lui a fait perdre la confiance des Français. Alors, on dit beaucoup, oui, c'est anecdotique. Lui-même a dit, je crois, c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est pas vrai, hein. Ça a été rappelé par plusieurs journalistes. Je crois qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça a fait autant de bruit, sur Twitter notamment, que la Coupe du Monde. Il faut quand même le savoir. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup atteint les Français. Et ce n'est pas une affaire de l'été. C'est toujours en cours. Et je crois que, comme il envoyait du rêve, c'était un petit peu bel ami, c'est presque un chagrin d'amour. Donc, et on s'en remet difficilement. On pardonne d'autant moins qu'on a beaucoup aimé. Donc, je pense en effet que c'est le début de la fin, oui. L'affaire Benalla serait pour vous une affaire si importante que ça? C'est pas l'affaire Benalla qui est importante, c'est la façon dont elle a été traitée. Pour moi, l'affaire Benalla, c'est une affaire de corne-cul. Mais encore aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, Benalla se permet d'injurier les sénateurs. Il dit, je n'irai pas, je les prends pour des petites gens. Et la veille... Cette nuit, il a changé, hein. Oui, mais c'est vrai qu'il a quand même dit. Mais la veille, mais s'il l'aurait peut-être pas dit, si le ministre de la Justice ne s'était pas posé la question de savoir s'il devait répondre à la convocation du Sénat, si Griveaux, porte-parole du gouvernement, ne l'avait pas défendu lorsqu'il a refusé d'aller au Sénat. Le problème, c'est ça, c'est-à-dire que pour l'affaire Benalla, pour moi, ça n'a aucun intérêt qu'il ait castagné, qu'une petite frappe et qu'il se soit battu, voilà, très bien, 1er mai. C'est quand même pas normal pour quelqu'un qui fait partie de l'Élysée de s'arroger des pouvoirs de police. Oui, mais comment se fait-il que ce bonhomme, jusqu'aujourd'hui encore, et l'affaire remonte à 6 mois maintenant, aujourd'hui encore, il y a des ministres qui le défendent. Et si des ministres le défendent, vous ne pouvez pas m'empêcher de penser que c'est parce que l'Élysée leur a demandé de le faire. C'est ça que je ne comprends pas. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi une petite frappe qui insulte le Sénat, on n'en aurait pas parlé? On en parle parce que les ministres le défendent. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Le président de la commission a tout fait
pour qu'elle ne fasse pas son boulot. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'elle était aux ordres de l'Élysée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'ailleurs qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est au Sénat uniquement qu'il y a une commission d'enquête. Le Sénat continue à faire son travail. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ceux qui... Et alors, d'ailleurs, j'ai même entendu, je crois, c'est Griveaux, toujours le même, qui s'est étonné, qui a semblé s'indigner que ce soit un sénateur d'opposition qui préside la commission. Enfin, je suis désolé, ils n'ont pas la majorité. Ils savent plus ce que c'est qu'une majorité, une opposition. Ils veulent pas de contre-pouvoir. Enfin, voilà, on veut décider, c'est comme ça. Puis c'est comme ça, Benalla, il fait ce qu'il veut, je vous emmerde. Mais alors, pardon, Christine, c'est pas l'affaire Benalla qui me dérange. Ils ont tous les pouvoirs ils ont tous les pouvoirs depuis un an. Donc, je veux dire que qu'ils disent on croit qu'on a tous les pouvoirs, ils les ont. Ils ont les pouvoirs médiatiques, ils ont une majorité à l'Assemblée nationale qui est quand même ahurissante. Ça, c'est le choix des Français, hein. Le choix des Français. Si on peut parler de choix, mais ça, c'est encore une autre affaire. Ils ont été élus en moyenne avec 20% des inscrits des députés. Oui, je ne crois pas que Macron ait vendu du rêve. Je pense que Macron a été élu par défaut, contre, etc. 20% des inscrits pour la majorité c'était le cas de Sarkozy, c'était le cas d'Hollande. Il a donné l'illusion, en tout cas, cette impression de rentrer dans la fonction présidentielle, que Hollande n'avait pas du tout habité. C'est vrai que quand il a rencontré Poutine, Trump, les gens se sont dit on a quelqu'un qui ressemble pas à un peintre. On était un peu plus fiers que... Voilà, je pense que de ce côté-là... pour quel résultat au final? Oui, c'est ça. Le problème, il est là. Mais quel résultat? Un président qui a été élu il y a un peu plus même pas 18 mois. C'est vraiment rien. C'était catastrophique, on est d'accord. Mais je ne crois pas que l'affaire Benalla suffise à déclencher tout. Je crois que c'est un ensemble d'échecs, de communication, parce qu'il veut tout maîtriser, toutes les communications, et du coup, ça tombe à plat. Moi, Benalla, en soi, que je ne soutiens pas, évidemment, qu'il ait cassé la figure à un petit gauchiste qui fait n'importe quoi et qui casse tout, je trouve ça très bien. Franchement, j'ai aucun souci. Mon problème, vous trouvez normal qu'un homme qui est à l'Élysée... Mon problème, c'est qu'effectivement, il y a... On va dire, il prend des pouvoirs qu'il n'a pas à avoir. Il a usurpé aussi bien les insignes de police, etc. Mais il n'empêche. Pardon, Christine. Mais est-ce que cette histoire doit être mise au-dessus des problèmes de prélèvement à la source? On voit bien qu'il y a eu un cafouillage assez intense, des dossiers qui arrivent à la rentrée, la retraite, les déficits publics. Le fait est que les Français l'ont perçu de cette façon. Vous pouvez, Franck, vous dire le prélèvement à la source c'est plus important. Tel autre sujet, la démission du lot, c'est plus important. Le fait est que cette affaire Benalla, extrêmement emblématique, parce que c'était un président qui disait qu'il allait être transparent, c'est un président dont on pensait qu'il maîtrisait tout. En fait, on se rend compte que là, quand même, il pédale un petit peu dans la choucroute avec cette affaire. Donnez l'impression. Et je crois que symboliquement, ça a été extrêmement fort. Je pense qu'il a passé un mauvais été. Moi, Gabriel, je vais vous dire, pour moi, il y a quelque chose qui est clair. Cette affaire Benalla, ça sonne la fin du bal macronien. Quand je vous dis le bal, c'est le soutien dont il a pu bénéficier jusqu'à présent de certaines élites et des médias. Parce que tout d'un coup, il y a cette affaire Benalla. Cette affaire Benalla, c'est bien une vidéo qui est tournée au 1er mai. Et on la sort au bon moment. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui avait la vidéo et qui a attendu 3 mois pour la sortir. Parce que s'il la sortait 8 jours après, ça n'aurait eu aucun impact. On aurait dit, on aurait viré Benalla, enfin bref. Mais là, on attend le moment opportun. Moi, j'ai le sentiment qu'il a été lâché. Vous pensez que ça a été préparé, cette histoire? Je pense qu'il a été lâché. Je pense qu'il a été lâché, et qu'à partir du moment où il a été lâché, l'affaire Benalla est arrivée, a complètement pollué les célébrations de la Coupe du Monde. Vous savez, moi, j'ai assisté à 12 Coupes du Monde dans ma vie. C'est la première fois que je vois un pays comme la France qui ne profite pas de l'effet Coupe du Monde, et l'affaire Benalla y est pour quelque chose. Pardon, Olivier, les célébrations ont été pleines et entières. En revanche, effectivement, l'effet, il n'y a pas eu d'effet de queue à la fin de ces trucs. Rappelez-vous que Chirac a été relancé par la Coupe du Monde en 98. Macron, pas du tout. Et il a été lâché par ceux qui l'ont soutenu, lâché par les médias, et les médias... Mais est-ce qu'il a été lâché? Pourquoi est-ce que les ministres continuent à le soutenir? La boîte de Pandore est ouverte, parce que regardez, depuis le mois de juillet, rappelez-vous quand même, depuis l'année dernière, on vous parle de l'effet Macron sur l'économie. Ça se redresse, ça va mieux, c'est la reprise. Moi, je suis économiste.
J'ai vu aucune reprise depuis un an. Les chiffres... Et là, les chiffres ont été bons à un moment, et maintenant c'est en train de fléchir. Ils ont été bons, mais ils étaient meilleurs ailleurs. Provisoirement sur le chômage, par exemple. Mais très légèrement, mais d'une façon... Les médias, s'ils avaient été honnêtes, pouvaient dire qu'il y avait une baisse générale du chômage dans toute l'Europe à cause de la conjoncture, et que la France est le pays où le chômage a baissé le moins. Mais comme d'habitude. Voilà, donc ça c'était la réalité. Légère reprise de la croissance liée à un contexte international, mais pas du tout d'effet Macron. Et n'importe qui était capable de le voir. Et là, tout d'un coup... Au même moment, on vous sort des chiffres de l'économie qui sont croissance en berne, baisse de 1% du pouvoir d'achat. Ouais. Je vous ferai observer qu'il n'y a jamais eu... La dernière fois qu'il y a eu baisse du pouvoir d'achat en France, c'est la crise des subprimes. Voilà. Et déficit du commerce extérieur, 70 milliards d'euros. La France est championne d'Europe du déficit commercial. Mais ça a toujours été le cas. C'est pas une nouveauté. Excusez-moi, pas toujours. Il n'y a pas d'amélioration. C'est depuis Hollande. Enfin, il y a eu la crise des subprimes, d'accord. Après, ça a commencé avec Hollande, ça s'est sacrément amplifié. Au début des années 2000, il n'y avait pas de déficit du commerce extérieur, Franck. Je suis désolé. Quand vous dites ça a toujours été, c'est depuis 6 à 7 ans. C'est dégradé depuis. Non. Et là, on atteint des sommets parce que l'Italie est en excédent, par exemple. L'Italie, dont on dit que l'économie va mal, est en grand excédent commercial. 50 milliards d'euros. Le déficit public se réduit à peine. On est le pays qui a le plus gros déficit public. Donc où est l'effet Macron? Et alors, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que tout d'un coup, les médias se mettent à insister dessus, alors que jusqu'à présent, on n'en parlait pas. D'accord. Ou très peu, ou c'était noyé, ou c'était édulcoré, enfin, on vous faisait passer même l'économie française pour une économie qui va bien, alors que tout le monde sait très bien qu'elle n'allait pas bien. Macron a déjà traversé des crises, il s'est redressé. Comme celle-là. La question, c'est les chantiers qui arrivent. Je vais vous en donner quelques-uns. Ce sont les chantiers de rentrée. Le plan de lutte contre la pauvreté, les déficits publics, le fait de diminuer la dimension de la fonction publique, le chantier des retraites. Puisque Macron voudrait passer d'un système où il y a, je ne sais plus, 60 manières de prendre sa retraite pour un système universel. Et l'islam de France qui lui pète à la figure en ce moment, puisque les musulmans eux-mêmes disent mais on est assez grand, on veut pas de vous. Et c'est pas un grand chantier. C'est pas un grand chantier, mais c'est un chantier. On reviendra dessus parce qu'il faudrait qu'il soit grand. Il y a le chantier fiscal. C'est aussi important que le reste. Le prélèvement à la source, moi je peux tourner comme Louvois, parce que c'est quand même une usine à gaz absolument incroyable. C'est très simple, le prélèvement à la source. Moi j'en ai parlé avec des experts comptables, des commissaires aux comptes. Ils sont paniqués. Oui, bien sûr. Ils vont dire, ça va être une catastrophe. Je ne sais pas comment on va gérer ce truc-là. Alors ça sera rigolo de voir comment il va se planter, mais ça risque d'être dramatique. Mais sachant que c'est le seul pays, la France est le seul pays à ne pas avoir de prélèvement à la source. Mais il y a beaucoup de niches fiscales en France. Sauf que la charge a été transférée aux entreprises. C'est ça qui rend la chose difficile. La fiscalité française est beaucoup plus complexe. La fiscalité, voilà. Donc les risques de bugs sont surmultipliés. Le système est complexe, on le confie à des chefs d'entreprise qui n'arrivent même pas à gérer eux-mêmes leur propre compta et leur propres problèmes. Et alors, en plus, on a vraiment l'impression qu'ils ont décidé au dernier moment de finir de l'appliquer parce que sinon ils étaient ridicules vis-à-vis de l'opinion publique avec toutes ces publicités qu'ils ont fait et compagnie. Et je finis. Ça va être en janvier. En janvier, il va y avoir donc des prélèvements sur les fiches de paye des gens. Et bien là, la croissance, bonjour, on va en reparler. Je crois qu'on va pouvoir, en mois de février, faire une belle émission sur la croissance et la consommation en France. Ça va être une catastrophe. Je vais profiter de ce sujet pour attirer l'attention sur une arnaque, un tour de passe-passe qui est passé plus ou moins inaperçu. C'est que le prélèvement à la source, et je reviens derrière, c'est que les déficits ne se réduisent pas. On va arriver à 100% de dette sur PIB. Et on va augmenter l'impôt de l'ordre de 2%. Pourquoi? Parce que l'impôt qui a été prélevé en 2018, c'est l'impôt sur les revenus de 2017. Les revenus de 2018, on ne prélèvera pas. Donc sur 2019, ils escomptent bien qu'il y ait 2% de plus. Donc une augmentation d'impôt qui est masquée là-dedans. Donc il y a une augmentation de l'assiette, en fait. Voilà, et personne n'en parle. Et une avance de trésorerie. Et une avance de trésorerie de la part des ménages qui vont devoir payer l'impôt 2018 en janvier 2018. Voilà, alors qu'ils auraient dû payer au mois de En termes de trésorerie, ça change strictement rien pour personne. Je ne suis pas persuadé. Puis vous verrez l'effet psychologiquement. L'effet psychologique sera dévastateur. Ça, c'est un grand débat. Dans la plupart des cas, les revenus pour la plupart des gens
gens de 2019 seront supérieurs à ceux de 2018. Or, ils passeront directement d'un impôt sur de 2017 à celui de 2019. Effectivement, c'est pas sûr avec Macron. Je voudrais vous signaler, pour moi, il y a eu un risque politique qui a été pris par le président de la République, qui est monté au front concernant cette histoire de prélèvement à la source, en disant je vais tout vérifier. Finalement, en approuvant lui tout seul, le lancement, mais oui, ça c'est encore autre chose. Mais effectivement, en approuvant le lancement du système, il accepte aussi, si ça tourne à un désastre à la Louvois étant pas en l'espèce le ministre de Louis XIV, mais le système de paye de l'armée, qui n'était pas fiscal, ça a été un fiasco administratif. Ça a été un fiasco absolu. Les militaires attendent des fois 2-3 mois pour avoir leur paye, bien sûr. Aux multiples niches, parce que ça a été peu dit, mais il y avait beaucoup de cas particuliers qui s'étaient, il y avait des sédimentations, enfin qui s'étaient agglomérées, et c'est exactement la même chose pour notre problème fiscal. Mais attention, donc, techniquement, le prélèvement à la source va être beaucoup plus complexe que le logiciel paye Louvois. Le prélèvement à la source, c'est pour ça qu'il y a une complexité monumentale. Ne serait-ce que parce qu'il y a un nombre de jours. Et j'ajoute en plus un effet de levée d'intimité des salariés vis-à-vis de leur employeur, parce que les salariés vont être obligés d'aller dire à l'employeur, vous savez, moi je suis employeur, donc je ne parle pas pour ma paroisse ou autre, ma femme elle gagne tant, ou ma femme elle est si. Les gens des fois n'ont pas envie de raconter leur vie, ça regarde pas l'employeur. Olivier, vous savez que ça a été réglé par la question du taux neutre. Ça, il y a des moyens. On reviendra pas là-dessus. Et en plus, vous croyez que écoutez, soyons quand même sérieux. Moi, je travaille avec beaucoup de clients qui sont des petits employeurs, qui sont des boulangers, des maçons, etc. Il y en a certains qui ont du mal à parler français. Et vous voulez qu'ils comprennent qu'il y a le fait neutre du ci, du là. Non, mais soyons sérieux. C'est un truc qui ne tient pas debout. Macron, il sort jamais de ses bureaux. Depuis qu'il travaille, il n'est jamais sorti de ses bureaux feutrés de la Banque Rothschild. Depuis après, mais c'est très symptomatique. Il ne voit pas les gens, il ne connaît pas les gens que j'ai en face de moi toute la journée, que j'ai du mal à se faire. Si je veux synthétiser, parce que le temps nous est compté, si je veux synthétiser, vous êtes très pessimiste sur ce qui attend politiquement Emmanuel Macron, vous verrez. Avec des chantiers et un mur qui s'approche. Vous verrez. Je crois que le dernier point peut-être dont nous n'avons pas parlé, et en cela j'abonde un peu avec ce qu'a dit Christine Tazin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il apparaît, il est en train aussi d'émerger, c'est pas un chantier, mais c'est un fait, comme l'opposant, peut-être encore plus que Merkel, symbolique face à la montée des populismes en Europe. D'ailleurs, Marion Maréchal a dit récemment de lui qu'il était une anomalie de l'histoire. Oui. Ça a fait les gros titres de la presse, et c'est un petit peu vrai. Il fait figure de celui qui rame à contre-courant dans cette montée populiste, et ça, il va falloir l'assumer d'une façon ou d'une autre. La France est devenue le village gaulois du mondialisme. C'est le village gaulois du mondialisme. Au lieu qu'on se batte contre l'Empire, on se bat pour défendre le dernier bout d'Empire. C'est quand même une insulte aux Gaulois. Olivier, il y a eu ça aussi, tiens. C'est vrai. Non, mais les chantiers, on aurait pu vraiment faire beaucoup de sujets là-dessus, sur les maladresses récentes d'Emmanuel Macron. Je vous propose de revenir une fois prochaine sur ce combat qui se dessine en Europe, entre, on va dire, les mondialistes, les progressistes, ça dépend comment ils se définissent eux-mêmes ou qu'on les définit, et puis l'axe Orban-Italie. Vous trouvez que c'est habile de se mettre à dos l'Italie, et avec l'Italie, tous les autres pays qui sont dans la même tendance? Je disais pas ça pour remettre un euro dans la machine, parce qu'autrement on ne va pas y arriver. C'est grave quand même. Je vous remercie. L'Allemagne ne le suit pas. Tariq, stop! Il y a eu Allez, on peut pas les arrêter. C'est le sujet. Allez, on se retrouve dans. Passionnant. Mais je vous l'accorde. On a tellement de je vous l'accorde. Allez, à tout de suite pour un sujet numéro 2. À bientôt. Rebonjour, sujet numéro 2. Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu, c'est accessible sur Internet très facilement, l'émission, les 30 minutes et quelques d'émission où Hulot annonce sa démission. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très émouvant. D'autres, j'en ai parlé avec Christine, se sont moqués de moi. Largement. En disant que je suis largement manipulé. Peut-être, ok, j'ai été pris par l'émotion. Mais en dehors de ça, de cet épiphénomène pour moi de la démission d'Hulot, de Nicolas Hulot, je me suis demandé, parce que ce qu'il dit en gros, c'est qu'il est tout seul. C'est que personne ne se bat, et quand il dit personne, c'est nous les citoyens, à ses côtés,
pour combattre le changement climatique et appréhender ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est-à-dire l'extinction des espèces, les changements climatiques que l'on voit et qu'on a vu largement cet été, tout ce qui fait que nous devrions nous adapter. Je vois Tariq qui commence à sourire, donc Tariq, je vous allez être le premier à qui je vais vous donner la parole. Aussi, hein. Ok, Christine, vous avez tous votre ticket, c'est bon. Parfait, je vous remercie. C'est difficile de les tenir. Hein. Là, c'est les vacances. Ils sont remontés à bloc, mais moi aussi. Donc voilà. Moi, je me suis demandé si finalement, c'était pas un grand appel au secours qui était lancé par un ministre, par un homme reconnu pour ses capacités. Ah non, pas reconnu. Pas par vous, mais exagéré, ok, il y a une majorité de Français qui lui donnent quand même pas mal de crédit. Et est-ce que ça ne disait pas, en fait, notre incapacité à changer? Et finalement, on regarde le navire couler en continuant à jouer avec l'orchestre. Tariq. Alors je vais me faire mal voir, hein. je vais me faire mal voir parce que je vais c'est pour ça qu'on vous aime. Dans les climato-sceptiques. Ouais, moi aussi. Bon, il faudrait que déjà l'espèce humaine soit modeste, parce que moi je veux bien que le climat change. Effectivement, il y a des périodes climatiques qui sont plus chaudes que d'autres, ça on le voit depuis l'existence de la Terre. En plus, croire que parce qu'on va interdire les voitures de rouler à l'essence, on va faire des voitures électriques, d'ailleurs dont on se demande avec quoi fabriquer l'énergie électrique, va réduire la température de la planète, très franchement, j'attends de voir. Surtout en France. À la limite... En l'espèce, le problème n'est pas français. Hein. Le problème n'est absolument pas français. Du tout. Donc que Hulot, il s'excite, que Hulot s'agite, qu'on nous interdit ceci, qu'on nous interdit cela, qu'on nous dise... on se moque du monde. C'est une manipulation absolument gigantesque. Je n'y crois pas une seconde. Vous faites partie de ceux qui disent, en gros, il n'y a pas de changement climatique ou ce changement il est dû à l'histoire de la planète, l'évolution du climat, à l'écologie de la planète. Perpétuelle. C'est cyclique. Et quand bien même l'homme y serait pour quelque chose, on peut toujours faire interdire tout ce qu'on veut aujourd'hui, ça ne changera rigoureusement rien du tout. Surtout si on interdit qu'en France. Parce que moi, je veux bien. Mais pendant ce temps-là, les Chinois, les Africains, ils continuent à faire leur truc. Et en plus... C'est pas tout à fait vrai pour les Chinois. Je voudrais venir sur l'incohérence des écolos. Moi, je veux bien. Ils veulent interdire l'énergie nucléaire. Jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé de mieux pour ne pas avoir de gaz carbonique. Et moins polluant jusqu'à ce que ça voilà. Quant les Allemands, eux, ils ont décidé comme ça, du jour au lendemain, Madame Merkel, elle a dit comme ça, j'interdis l'énergie nucléaire. Elle a souvent des crises dans la nuit. Elle est très contente d'avoir notre énergie nucléaire à nous pour combler les creux de sa production de charbon qui, elle, pour le coup, pollue énormément. Donc moi, je veux bien, tout ça, ce sont des gesticulations, ces gesticulations verbales, ce sont c'est un moyen de soutirer de l'argent parce qu'on taxe, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Parce que moi, je veux bien. Il y en a qui sont tombés dans le piège de Macron en disant il baisse les impôts. Tu parles. Essayez d'acheter une voiture, vous allez voir, avec le malus à 10 000 balles. Il y a de plus en plus de voitures avec des malus à 10 000 balles. Tariq, Christine, je voudrais vous donner une anecdote. J'ai passé l'été avec ma famille et j'ai une de mes sœurs qui habite l'Allemagne. Et elle me disait, voilà, nous en Allemagne, moi avec ma famille, elle a 2 enfants et un mari, je jette une demi-poubelle tous les 15 jours de déchets qui ne sont pas recyclés. Tout le reste part au recyclage. Non, mais tout ça, ça serait bien, J'ai envie de dire, on s'en fiche. Vous croyez pas que ça parle de ce que nous faisons, nous, les Français? Je pense que derrière le soi-disant réchauffement climatique auquel je ne crois absolument pas, je crois qu'il y a quand même la volonté qui est pourtant acté par les scientifiques. Les Français par le GIEC. et les Européens en général en coupe réglée. C'est-à-dire qu'on vous interdit de rouler avec tel type de carburant, on vous oblige à changer votre vieille voiture alors que vous n'en avez pas les moyens ou l'envie, parce qu'elle est interdite dans Paris, parce qu'elle est interdite dans l'Isère. On vous met en coupe réglée en vous disant, espèce de mauvais, culpable, parce que tu as pris un bain au lieu de prendre une douche. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais vous n'êtes pas prête à changer, vous, mais il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison donc on ne change rien et on continue à penser que c'est normal de consommer comme on consomme, c'est une arnaque. De jeter comme on jette. Les écolos utilisent le prétexte écologique pour nous traiter comme des gamins de 5 ans. Et ça, c'est inacceptable. La mer de plastique dans le Pacifique vous préoccupe pas? Je crois qu'on a les moyens de récupérer. L'extinction des abeilles en France?
Non, mais ça c'est la vérité. Il suffit de parler avec tous les apiculteurs. L'extension des abeilles, il y a le problème du glyphosate, il y a le problème. Mais oui, mais c'est des problèmes ponctuels qui ne sont pas liés au réchauffement climatique. Il faut justement pas tout mélanger. Tu parles de notre manière de consommer? Non. Tout simplement, tu parles de notre manière d'être par rapport à la nature? C'est la mondialisation, mais c'est pas l'écologie. En fait, moi je pense qu'il y a deux sujets dans ce sujet. Ouais. C'est d'abord la démission d'Hulot, qui était quand même, disons-le, un petit peu un gadget. Tout le monde trouvait son compte. Macron avait quelqu'un à exposer. Puis lui, dans sa carrière, moi je me mets à sa place. Il a été un journaliste. C'est une forme d'Ushuaïa d'aller d'être ministre. C'est intéressant comme expérience. Après, c'est vrai que moi je suis pas comme vous. J'ai peut-être un cœur de pierre. Mais le voir pleurer, alors j'ai vu dans Elle. Vous savez, je suis une femme, je lis Elle. Je l'ai vu dans Elle. Alors, il pleurait. Sa femme lui a dit je t'aime. On le voit, la tête. Alors, un peu de décence. Voilà. Bon, il y a pire que se retrouver sur la touche à la place de Nicolas Hulot. En l'espèce, je vais vous dire très franchement, j'ai trouvé sa façon de faire. Je suis ridiculisé, je passe comme un amoureux de Nicolas Hulot. Vous vous rendez compte? Non, mais j'ai pas aimé non plus sa façon de faire. Pourtant, j'ai pas une affection particulière pour Macron. Mais alors, annoncer vraiment, là, c'est pas mauvaise manière. Non, c'est pas. Aucun patron n'accepterait qu'on aille dire sur. Moi, je vais pas annoncer que je quitte un tel ou un tel sur TV Liberté. Je trouve que ça ne se fait pas et c'est pas un exemple à donner. Je trouve ça peu digne. Mais il a expliqué pourquoi. Il a expliqué pourquoi il l'a fait, parce qu'il a expliqué que si jamais il avait été donné sa démission à Édouard Philippe ou Emmanuel Macron, il l'aurait repris en main et il l'aurait encore convaincu de repartir. Ce qui prouve que Macron est quand même un bonimenteur d'exception. Parce que même Hulot aurait craqué. C'est quand même pas le perdreau de l'année. Alors moi, sur Hulot, je vais vous dire il a peur d'annoncer sa démission à Macron et il aurait été capable de révolutionner la planète entière. J'ai du mal à croire. Non mais écoutez, ce qu'il dit quand même, je trouve que c'est très pertinent ce que vous dites, Gabriel. Bien sûr. Au-delà de ça, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, en gros, personne n'est là pour reprendre ces combats. Et à part nous Hulot, sommes il y a tous personne. Enfermés. C'est pas ça. Il parle de nous, sur cette planète, il y a Super Hulot qui va nous sauver des problèmes climatiques et les autres sont là. Olivier, c'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il y a un vrai sujet, je crois que il dit qu'il y a un sujet mais personne ne s'en empare. Non mais Franck, par exemple, quand vous parlez de la mer de plastique, effectivement, il y a un problème, à mon avis, de surconsommation mondiale qui fait qu'il y a un problème avec les déchets. Il y a un problème de déchets et de gaspillage. Ça, c'est la vérité. Le réchauffement climatique, moi, je suis pas convaincu non plus. Je peux pas vous dire oui, non, je suis pas un grand spécialiste. Je suis pas convaincu. Vous avez dit cet été, il a fait chaud. Mais quel été il ne fait pas chaud? Non, mais pardon, ça fait. Excusez-moi, ça fait 10 ans que quand j'étais en général, l'été il fait chaud. Ça varie. Pardon, il y a un indice. Les vendanges gagnent une journée presque tous les ans. C'est folie. Il fait très chaud, mais à l'époque des cathédrales aussi, il faisait très chaud. Donc vous savez pourquoi le Groenland s'appelle Groenland? Voilà, exactement. Le Groenland, ça veut dire pays vert. Et ça s'appelle comme ça parce que quand les Vikings sont arrivés, il y avait des prairies vertes. Donc il y a des cycles climatiques. Évidemment, c'est pas. Il y a des cycles climatiques. Bon, alors moi je ne sais pas, je suis pas rentré dans le détail de cette question. Moi effectivement, il y a le problème, par exemple, de la pollution aux déchets plastiques et autres, qui est quand même inquiétant. Mais est-ce que Monsieur Hulot va régler le problème à l'échelle planétaire? Il s'est mis à pleurer. On aurait dit que la planète était morte parce que justement, Hulot, c'est quand même vertueux, surtout. Il y a bien un autre ministre qui va prendre sa place. Oui, François Drugy a été... Voilà. Pour le moment, depuis 1 an et demi que M. Hulot était là, vous avez vu un résultat sur le domaine? Ah si, on a vu des taxes, si. Des taxes, non, mais si l'objectif c'est de nous coller des taxes, il n'y avait pas besoin d'Hulot. Je vous assure, là, alors il y en a 50. Il y a une approche macroécologique, si j'ose dire, et microécologique. C'est-à-dire que lui... Oui, d'ailleurs. Et son approche macro et Macron, c'était de voir, en effet, le réchauffement climatique. C'était très ambitieux. Moi, j'avoue que j'ai pas de religion dans ce domaine. J'ai toujours un peu de mal quand on m'impose un dogme, vous voyez, et là je sens bien que ce dogme-là, il est difficile à combattre. Donc je me méfie toujours un petit peu des dogmes qu'on m'impose. Mais cela dit, je ne suis pas climatologue, donc je n'en sais rien. Simplement, ce que je vois, c'est qu'en matière d'écologie, on pourrait par exemple s'intéresser à l'harmonie entre les hommes et les animaux, en matière d'agriculture, de ruralité. Qui s'occupe de la ruralité de nos agriculteurs, de revenir aux productions locales. Mais là non, par contre. Ça a lieu, ça. Ces sujets-là, sans doute, mais là, je pense qu'un ministre peut faire quelque chose. Sur le réchauffement climatique, j'ai plus de doutes. Franchement, oui, moi aussi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait dans ces domaines-là? Je ne sais pas. Il me semble que l'écologie, elle n'est pas seulement telle qu'on veut bien nous la décrire. Il y a une écologie beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus réelle. En gros, ce qui se plaignait, ce que rapportait Hulot, et ce qui manifestement a fait déborder le vase, c'était la présence d'un lobbyiste dans une réunion qui était autour du permis de chasse. Et c'est juste ça. C'est pour ça qu'il arrête.
une mission mondiale pour sauver la planète, il s'arrête pour ça. Alors moi, Franck, je vais vous dire autre chose, parce que c'est bien que vous posiez cette question. Il faut se poser la question de la démission d'Hulot. Puis il faut se poser aussi la question de la démission de Laura Flessel dans la foulée, et entre-temps, Stéphane Bern, qui annonce que lui aussi risque de démissionner. Et moi, je voudrais élargir, je comprends pas pourquoi tout d'un coup, là aussi bizarrement, donc au mois de juillet, on sent qu'il y a un lâchage, enfin moi personnellement, je sens qu'il y a un lâchage à la fois médiatique et de certains milieux du gouvernement Macron, et à la rentrée, on a une série de démissions, de coups de gueule où les gens se désolidarisent. Et je pense qu'en fait, le problème, il est plutôt là, vous voyez. Moi, je pense personnellement, et je vais peut-être faire hurler certains, parce que Laura Flessel a démissionné, on sait pourquoi maintenant. Pour des raisons fiscales, après. Elle a des problèmes avec le fisc. Bon, mais elle les avait peut-être il y a 2 mois aussi, ou 3 mois, mais elle se sentait peut-être plus protégée. Peut-être qu'elle sentait qu'on était dans une bulle où il y avait quand même de très forts soutiens qui allaient éviter que tout ça n'arrive à la surface. Et j'ai l'impression que tous ces gens-là, maintenant, se disent, mais je vais être très attaqué. Hulot, c'est quand même quelqu'un qui a une image à défendre. Stéphane Bern aussi, Laura Flessel, grande championne olympique. Bon, ils se disent, il vaut mieux que je m'en aille, au moins je vais continuer sur autre chose. Stéphane Bern, je le trouve plus courageux que Hulot, personnellement. Oui, non mais en l'espèce, les enjeux concernant Stéphane Bern sont des enjeux de patrimoine français. Des enjeux concrets. Oui, mais les enjeux de Nicolas Hulot, vous avez des enfants autour de cette table. Comment vous expliquez que tout le monde, que tous ces gens-là, encore une fois, des ministres ou des hautes personnalités issues de la société civile qui défendaient le gouvernement Macron, se mettent en même temps comme un orchestre pour dire que ça va pas. Et les trois en même temps, c'est quand même un peu curieux. On peut rajouter le modem qui se fait rouler dans la farine depuis 18 mois, qui commence à se réveiller aujourd'hui. Alors là, il faudrait le faire déjà au mois de juillet. Eux, c'est qui sont là à la détente, c'est tout. Eux, c'est qui sont là à la détente. Parce que déjà, le fait que... mais pourquoi ils réagissent que maintenant? C'est peut-être dans la... Parce qu'ils sentent qu'il y a un créneau qui revient bien sûr. C'est tout, voilà. C'est sûr. Et puis, ils profitent aussi peut-être du fait qu'il y a aussi des défections ou des envies de défection, c'est même du groupe La République En Marche, qui peut leur donner un poids supplémentaire. Les enjeux, vous avez raison de railler Nicolas Hulot, qui aura une tâche mondiale et qui serait un petit bonhomme français, mais est-ce qu'il n'y a pas des enjeux qui nous dépassent tous, qui sont ce qu'on appelait il y a quelques années les générations futures, dont on voit maintenant que ce n'est pas tellement les générations futures qui risquent d'être touchées, c'est plutôt nous. L'augmentation des températures le problème, c'est chaque la mondialisation. Le problème, c'est la mondialisation. C'est un problème politique. Comment change-t-on les choses dans un cadre... C'est pas un problème d'écologie. Et ça n'est certainement pas un cadre local qui fait la réponse. Mais certes, je vais approfondir les propos de Christine qui sont très intéressants. Pourquoi la mondialisation, c'est un problème? Quand les usines ont délocalisé en masse en Chine, elles l'ont fait, bien sûr, pour le coût du salaire, mais aussi parce qu'il n'y a aucune norme écologique et anti-pollution. Là, on peut y aller, on peut cracher de la fumée. Les habitants c'est en train de changer largement en Chine. C'est en train de changer, d'accord, c'est en train de changer. Mais les mêmes qui, pendant 25 ans, ont donc pollué la planète en montant des méga-usines qui peuvent cracher de la fumée, tout ce que vous voulez, et ils l'ont fait exprès, ils l'ont fait délibérément, ce sont les mêmes qui nous disent à nous de faire attention quand on se brosse les dents. Vous voyez? Donc il y a quand même un peu quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, là encore. Et Christine a bien raison de dire que c'est la mondialisation. C'est la mondialisation qui a amené les grands industriels et les grandes multinationales à mettre les usines là où elles peuvent polluer. Sauf qu'on n'imagine pas un instant que la mondialisation revienne en arrière. On n'imagine pas un instant que les avions ne décollent plus, qu'Internet n'existe plus. Non, c'est pas ça la mondialisation. Ça, la mondialisation, on est pour. Vous voyez, moi je suis pour la mondialisation, je suis pour les échanges. Par contre, je suis contre la concurrence déloyale, en particulier une concurrence déloyale qui se fonde sur des usines qui peuvent polluer et mettre les gens en esclavage. Parce que c'est ça la mondialisation qu'on n'aime pas. Et quand on peut plus faire construire... Quand on fait importer en masse sur nos marchés de consommateurs des produits fabriqués par des enfants payés à 50 centimes de l'heure, et avec des usines qui polluent et qui rendent malades et qui rendent de l'eau malsaine et compagnie, vous voyez, ben là, c'est de la mondialisation. Mais c'est cette mondialisation qu'on veut arrêter. Dans ce cadre-là, tout le monde est d'accord avec moi. On est entièrement d'accord. Le vrai problème, et encore une fois, les mêmes qui ont promu cette mondialisation dans ce sens sont les mêmes qui nous font à nous des leçons de morale, comme l'a dit Christine tout à l'heure, par rapport au fait qu'on va se prendre une douche et pas une douche, et qui nous rajoutent des Moi, j'aimerais qu'on ferme ces usines chinoises, indiennes ou du Bangladesh, etc., qui vraiment, elles, polluent. Et qu'on nous laisse à nous prendre nos douches tranquillement. Voilà. Ok. Et circuler en voiture. Et voilà. Ah, mon téléphone se déclenche, je ne sais pas ce qui lui arrive, je n'arrive pas à l'écouler. Voilà. Très bien. Écoutez, je vais vous dire, je vais prendre la parole en mon nom cette fois-ci. Vous me désespérez.
Nous sommes de mauvais citoyens, c'est ça? Oui, absolument. Tariq, vous êtes un mauvais citoyen. Je sens que vous laissez couler l'eau sous la douche. Mais je répète, la France. Mais je répète encore, la France est un des pays les plus vertueux en matière de protection de l'environnement. C'est terrible si c'est le cas. Ça laisse beaucoup de place. Ça laisse beaucoup de marge aux autres. Absolument. C'est autre chose. C'est mieux. Allez, on en finit avec ça. On reviendra dessus parce qu'à mon avis, ce sujet nous préoccupera à nouveau, même si votre égoïsme me consterne. Pas du tout, mais franchement, pas du tout. Lucidité. Non, pas du tout. Moi, je pense que... On ne se fait pas manœuvrer, nous. Voilà. Allez, on reviendra parce qu'il y a aussi un sujet sur l'Afrique et comment elle se développe, en polluant, bien entendu. Mais je ne remets pas un euro dans la machine. Merci beaucoup. C'était la fin de la deuxième partie. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la troisième. À tout de suite. Sujet numéro 3. Cet été, il y a eu aux États-Unis un scandale lié à de la pédophilie par des prêtres. Je crois que c'était en Pennsylvanie. 300 prêtres impliqués dans cette histoire. Scandale, comme souvent, étouffé par l'Église, mis de côté, pas pris au sérieux. Avec ça, évidemment, d'autres affaires sont venues au jour. Il y a une pétition qui circule actuellement contre le cardinal Barbarin, qui aurait lui aussi couvert des affaires de ce type. Il y a eu des affaires en Irlande, partout en Europe. Bien. J'ai lu une tribune qui disait qu'une des réponses à cette problématique, c'était d'arrêter avec le célibat des prêtres, qui serait à l'origine de ces pratiques. Mais... Ça vous parle, ça ? Le scandale, c'est qu'on fasse tout un foin à propos de ça. C'est-à-dire que Qui est la pédophilie non, mais attendez, par des prêtres, je peux finir. Hein, je pense que la pédophilie par des prêtres est quelque chose de rien du tout dans l'histoire du christianisme, du catholicisme. C'est un culte, une religion que je ne suis pas chrétienne, mais je la défends objectivement, parce qu'elle disparaît dans le monde, elle diminue, et on est en train d'utiliser le prétexte d'une pseudo-pédophilie. Non, il n'y a pas de pseudo, il y a des faits avérés. Mais sur le nombre de prêtres de l'histoire du christianisme, il faut arrêter de dire des sottises. Actuellement, on parle de maintenant et pas d'il y a 150 ans. Non, mais attendez, il y a quand même deux choses. Il y a le fait qu'on tape sur le christianisme via la pédophilie. Je trouve que c'est pas un hasard au moment où personne ne l'ouvre sur la pédophilie musulmane qui est dans le Coran et qui est pratiquée sur toute la planète, et y compris en France. Là, il y a quelque chose qui va pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Ok. Pour autant, la solution qui était proposée dans la tribune à laquelle je me réfère, c'est-à-dire le fait que le célibat des prêtres serait un anachronisme au mieux, et puis peut-être une incitation à exprimer ses pulsions sexuelles autrement, ça vous paraît pas être un bon sujet ? Chercher une solution, ça veut dire reconnaître qu'il y a un problème. Or, je refuse de dire qu'il y a un problème de pédophilie dans l'Église catholique. Ce qui est compliqué à dire aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui ont été abusés. Mais ce sont des cas individuels avec des gens, comme partout dans tous les métiers, dans tous les corps de métier, vous avez des brebis galeuses. Pourquoi il n'y en aurait pas parmi les prêtres ? Mais il y en a ailleurs, je vous le confirme. On n'en parle pas à jeter l'opprobre. Non, mais il y en a pas, on n'en parle pas. De là à jeter l'opprobre quelque part sur toute l'Église catholique, et c'est ce que vous entendez quand vous parlez effectivement notamment de la pédophilie musulmane. Et vos prêtres. Mais pourquoi on vous dit et vos prêtres ? Parce qu'il y a une campagne médiatique qui est inacceptable et impardonnable. Gabriel ? Alors moi, c'est pas un sujet qui vous... Si, c'est un sujet que je trouve important. Moi, je suis catholique, et en tant que catholique, j'ai tendance à penser qu'il faut nettoyer les écuries d'Augias. C'est-à-dire si effectivement, comme ça semble être le cas, il y a des prêtres pédophiles, il faut qu'ils soient dénoncés. Moi, demain, un de mes enfants aurait ce genre de souci, je serais évidemment la première à aller porter plainte avec lui. Et c'est encore plus horrible, je vais vous dire, quand c'est fait par un prêtre, parce que c'est une figure d'autorité.
l'autorité. Hein. Parce que oui, et puis parce que pour moi, il abîme une religion. C'est encore pire parce qu'il devrait être meilleur, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire. Et je comprends que ça puisse, bien sûr, énormément choquer. Ça, c'est évident. Et je crois, moi, que l'Église a raison de, comme elle semble déterminée, enfin, plus ou moins... à le faire actuellement, de faire la lumière sur tout ça. Néanmoins, alors je veux pas comparer les turpitudes entre elles, mais il est un fait qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans l'Église, mais si on regarde les chiffres, la majorité des pédophiles, vous allez sur les réseaux sociaux, on a l'impression que prêtre pédophile, c'est un pléonasme. Hein, voilà. Eh bien, ça ne vient pas des prêtres, c'est en famille d'ailleurs. Oui. Alors je vais répondre à votre question précise, parce qu'il y a une question précise du célibat. Donc c'est comme si je vous disais, le célibat des prêtres, puisque la majorité des pédophiles sont en famille, on va empêcher les enfants de vivre en famille. C'est un petit peu ce genre de raisonnement. Par ailleurs, je trouve que c'est une réponse un peu facile et qui est extrêmement insultante pour les célibataires. Ils ne sont pas tous prêtres. Alors, c'est supposé que parce qu'on est célibataire, on est potentiellement pédophile. Et c'est supposé que nous autres femmes, nous sommes juste des exutoires pour un peu des pervers qui, s'ils ne nous avaient pas, s'ils n'étaient pas mariés avec nous, seraient pédophiles. Non. Moi, j'ai plus d'estime pour mon mari que ça. Pardonnez-moi. D'autant que la plupart des gens qui sont condamnés pour pédophilie, etc., qui sont fait choper, ça se passe en famille. C'est des gens, des pères de famille. Hein, oui, ils sont mariés, mais le cas de Villefontaine, parce qu'on ne parle pas de l'éducation nationale. Moi, je suis venue simplement avec une petite source. C'est un article dans Libération. Alors, je vous dis encore, la concurrence des turpitudes, c'est pas terrible. Hein, ça n'excuse pas, celles des uns n'excusent pas celles des autres. Mais c'est pas le problème, dans un article de 2001, dans Libé, intitulé « École, le tableau noir de la pédophilie », Libération parle de culture de l'étouffement jusqu'à la fin des années 90, quand le combat laïque était vif, parce que l'école publique préférait tenir secrète ces mauvaises histoires en, entre guilguillemets, refilant l'ustigris en mutant le problème. Alors, c'est un peu une tentation sans doute de l'institution, d'une institution qui se protège. Ce qui est pas bon, hein. Je dis pas que c'est bon, mais je dis qu'il faut arrêter de focaliser là-dessus, parce que c'est pas honnête. Mais d'autant que depuis le pontificat de sa sainteté Benoît XVI, on s'est vraiment attaqué au problème. C'est Benoît XVI qui a décidé. Oui, on parle d'affaires qui sont beaucoup plus anciennes, par les cornes, et qui a dit qu'il fallait s'occuper de ce problème. Pas forcément. Il y a toujours des histoires qui sont étouffées par l'Église, mais effectivement, l'Église commence à accepter d'en parler. Voilà. Hein, la solution... L'antipape, parce que c'est un antipape qui trahit les catholiques partout, oui. Et à mon avis, ça n'est pas un hasard. Je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Oui, mais écoutez, un antipape, il n'est pas à Avignon. Hein. Non, mais c'est pas une papesse non plus. C'est quand même quelqu'un qui trahit fondamentalement les chrétiens pour privilégier les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Moi, vous savez, je vais vous dire, quand j'entends parler comme ça de l'Église catholique, mon cœur saigne. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses avec l'Église catholique dans ma jeunesse. J'ai fait ma communion. Puis après, j'ai participé à des clubs missionnaires avec des prêtres. On partait aider dans des pays un peu difficiles et autres. Et je n'ai jamais entendu parler du moindre problème de quiconque, que des prêtres vraiment dévoués, des gens vraiment formidables. Voilà. Par contre, j'avais entendu parler, effectivement, dans mon collège, quand j'étais jeune, d'un instituteur qui avait eu un problème avec une jeune fille, qui s'était suicidée, etc. Bon. Donc, tout ceci est fortuit. Moi, je ne jette pas non plus la pierre sur les instituteurs. Le fait est que les professions, et je mets les prêtres dans la profession, c'est pas le mot, c'est une vocation, où il y a des contacts avec les enfants, peuvent amener à ce genre de problème. Et c'est pas un problème de célibat. D'abord, célibat, comme l'a dit si bien Gabriel, pas plus tard que cet été, il y a eu un père de famille parfaitement bien rangé et tout, qui a violé et tué une jeune fille, je ne sais plus dans quel village, mais enfin bon, c'est sorti, donc ça n'a rien à voir. Je confirme les chiffres donnés par Gabriel. Voilà. Les cas de pédophilie sont d'abord dans la famille à 50%. Ah oui, mais alors, ensuite, le fait de voisins très proches, les meilleurs amis, aux alentours de 30%. La question, ça choque parce qu'il y a un argument d'autorité du prêtre sur les enfants. C'est ça. Et on attend d'un prêtre que ce soit vraiment quelqu'un d'élevé. En plus, un élément moral en plus. Voilà, un élément moral, mais l'instituteur aussi, quand même, quelque part. Moins, mais quand même aussi. Et je suis sûr que dans l'éducation nationale, il y a aussi ce type de problème. Effectivement, on en parle moins. Voilà. On en parle beaucoup moins. Donc c'est toujours un peu une cabale. Mais est-ce que c'est pas une trahison suprême pour un prêtre? Mais bien sûr. Le prêtre qui fait ça, écoutez, le prêtre qui touche un cheveu d'un enfant doit être enfermé. Moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas envie de critiquer l'Église pour ça. Mais voilà. C'est tout. Le prêtre en question, il fait ça, on le prend, on l'enferme. Il n'y a pas de problème. Je vous propose une autre solution. Voilà. Vous savez actuellement que les vocations de prêtres sont
n'ont jamais été aussi basses. Ça remonte, cher Franck. Je voudrais reprendre. Mais ça remonte pas. Oh là là, Franck. Les séminaires sont déserts. Je voudrais reprendre même ce qu'a dit Christine. Il y a une très forte reprise de la fréquentation des églises depuis un certain nombre de mois et d'années. Et je vous assure, il y a même eu un reportage de CNews à Pâques pour dire que l'affluence dans les églises n'a jamais été aussi forte depuis 40 ans. Dans les lieux de pèlerinage. Dans les lieux de pèlerinage, c'est vrai, le chemin de Compostelle. Il y a une reprise des vocations qui est encore timide. Sans doute que vous me voyez venir, mais cette histoire de célibat, est-ce que cette histoire de célibat, finalement, cette proposition, l'Église ne pourrait pas s'en emparer? Parce que ce serait une manière aussi, peut-être d'attirer des vocations. Pour quelle raison? Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de vocation au célibat et que finalement, ça n'enlèverait rien. Vous voulez que je sois cynique? Allez-y. Moi, j'ai connu aussi pas ça, mais oui. J'ai connu des prêtres qui fréquentaient des fois des femmes. Voilà. Bien sûr, mais c'est secret, c'est discret, etc. Et là, écoutez, la fameuse bonne actuelle. Les protestants ont des pasteurs mariés. Ça n'empêche pas la pédophilie. Et puis la religion protestante n'a jamais été aussi peu pratiquée qu'actuellement. C'est vraiment une religion complète perte de vitesse. Les évangélistes progressent je trouve qu'on n'est pas là pour faire un cours de catéchisme. Il y a un prêtre expliquerait sans doute mieux que moi pour comment dire, les vertus du célibat et l'intérêt du célibat. Mais je crois que c'est vraiment pas être honnête que utiliser cet argument de pédophilie. Ça n'a rien à voir. Vous semble pas pertinent. Non, pas du tout. Pour intervenir dans ce qui concerne l'Église catholique, parce que ceux qui proposent ça, globalement, c'est pas leur problème. Ils sont pas catholiques ni pratiquants. Je crois que c'est pas nécessairement. Il me semble d'ailleurs que cette tribune était plutôt signée par des catholiques. C'est pour déshabiller, je crois. Mais écoutez, c'est pour déshabiller le poids du christianisme. Les pasteurs sont célibataires, les imams sont célibataires. À mon avis, c'est fait pour plus blanc que les. Attendez, laissez. C'est fait pour déshabiller l'ensemble des dogmes. Je veux dire, on est prêtre, on touche peu à peu. Ben voilà, maintenant il y aura plus le célibat. Après il y aura plus ça. Après il y aura plus ça. Et on vide peu à peu de sa substance tout ce qui. Vous pensez que ça enlève quelque chose au spirituel que d'avoir un prêtre marié? Non, c'est pas la question. C'est qu'on est en train de faire disparaître le christianisme. C'est d'une façon très claire. Et ça en fait partie, c'est-à-dire que on enlève des petits bouts par-ci par-là, ce qui fait que les gens ne s'y retrouvent plus. Et il y a du sacré. Après qu'il y ait un concile pour décider si effectivement il y a besoin de... On pourrait se l'imaginer, mais... Je crois que ça ne concerne absolument pas les gens. Est-ce que vous savez pourquoi les prêtres sont célibataires? L'Église n'a pas l'habitude de céder à la pression médiatique. L'Église, par définition, c'est l'institution du temps long. Pour autant, c'est quand même un problème. Est-ce que vous savez pourquoi il y a le dogme du célibat des prêtres? Alors oui, allez-y, dites-le. Il y a une homélie sur Internet du cardinal Sarah, le brillant cardinal Sarah. Ça date du XIe siècle. Voilà, mais c'est tout simplement parce que le prêtre doit être à l'image du Christ. Pauvreté, chasteté. Et des apôtres qui étaient également célibataires. Et donc il y a quand même, je pense, si vous voulez, une magie du prêtre, en quelque sorte, qui tient aussi à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un idéal du prêtre qui est finalement un peu loin de la vie, quoi? Parce que, au contraire, le prêtre reste un homme, donc, et en tant que tel, même le catholique vous dira que c'est pas un saint, c'est un pécheur. Voilà. Mais simplement, je voulais dire une chose, c'est un argument que j'ai vu beaucoup revenir sur les réseaux sociaux, et je le trouve pertinent, malgré tout, parce que sur ces mêmes réseaux sociaux, donc je vous l'ai dit, c'est devenu un pléonasme, prêtre pédophile, dès qu'un prêtre essaie de dire un truc, je vois l'abbé Grosjean qui est assez médiatique, tout de suite un journaliste lui dit, allez donc vous occuper de vos prêtres pédophiles. La parole de l'Église est confisquée, et je lisais quelqu'un qui disait, c'est bizarre parce que ce sont les mêmes qui nous disent, quand un musulman fait un attentat, il ne faut pas faire d'amalgame. Mais en revanche, quand un prêtre est pédophile, c'est tous les prêtres qui sont pédophiles. Donc à un moment, il faut être un petit peu cohérent dans sa tête, quand même, je pense. D'accord. Ok. J'entends cet argument, je le trouvais extrêmement pertinent. Pour autant, il me semble que ce sujet de la pédophilie, l'Église doit s'en emparer. Okay, je comprends que vous n'adhériez pas à cette solution. Si, il faut qu'elle s'en empare. Mais encore une fois, on ne défend pas du tout la pédophilie. Mais je vous ferai remarquer qu'il y a un homme politique très connu qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit, où vous avez une vidéo sur Internet où il explique que la pédophilie, c'est merveilleux. Je n'ose même pas dire ce qu'il a dit, mais vous allez sur Internet, dans une émission de télé qui est apostrophe de grande écoute, dans les années 70, il a dit, vous savez, c'est merveilleux quand un enfant fait ci, fait ça. Mais certains disent que d'ailleurs... Est-ce qu'on ostracise cette personne? On l'a proposé pour être ministre il y a encore pas longtemps. Et c'est une personne qui... Pardon, il y avait 3 conversations en même temps. D'abord, c'est pas bon pour ceux qui nous écoutent. J'imagine que comme moi, vous avez les oreilles qui bourdonnent. Donc voilà, laissons la parole à Olivier.
Donc je vous disais que Daniel Cohn-Bendit, pour ne pas le nommer, a évoqué sa pédophilie. Ça lui a été reproché. Et ne l'a pas évoqué d'une manière pour se faire pardonner ou honteuse, pas du tout. Il était très content. Il incitait même les gens à en faire de même. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur la télé publique dans les années 70, qui était très libre, beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, mais alors jusqu'à un point que personnellement, je n'approuve pas à ce niveau-là. Voyez. Et alors, est-ce que les gens disent ce qu'ils veulent après la question, c'est la question de la justice par rapport à. Pourquoi ce monsieur qui a dit ça en ce temps-là est proposé pour être ministre? En l'espèce, il ne l'a pas été. Donc, il est quand même député européen. Il participe à des. Voilà. C'est Macron en personne qui lui a quand même fait transmettre la proposition. Voilà. Oui, c'est sûr. Et c'est un proche de Cohn-Bendit. Ils étaient ensemble pour fêter la victoire. Est-ce que le type dont Luc Ferry a parlé, qui a dit qu'il s'était fait choper à Marrakech ou je ne sais où, est-ce qu'il a été poursuivi? Non. C'est un ministre. Après, on est de l'ordre de la rumeur. Là, c'est deux histoires différentes, la rumeur de l'un, de l'autre, des faits avérés et des condamnations. Non mais là, sur Cohn-Bendit, ça fait avéré, je pas sans problème. Le ministre en question, effectivement, mais là, c'est lui-même qui l'a dit. Donc vous trouvez ça sur Internet, vous écoutez, parce que c'est édifiant. C'est édifiant. Et on donne encore du crédit à cette personne, c'est étonnant. Allez, on va conclure le sujet là-dessus. Merci pour vos apports. Je constate que le célibat des prêtres ne vous semble pas résoudre. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Je ne suis pas loin de cette position-là. Mais enfin, je voulais quand même vous la soumettre parce qu'elle m'avait interpellé. Oui, parfois, je suis de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le 4e et dernier sujet de Tête à Clash de rentrée. À tout de suite. Quatrième et dernière partie de l'émission de Tête à Clash sur TV Liberté. Alors j'ai appelé cette partie aux grandes dames de Christine Tazin. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle m'a fait subir. J'ai dit un dingue à la Maison Blanche. Alors j'argumente, puisque Christine va contre-argumenter. Un dingue à la Maison Blanche. L'enchaînement des faits. Un bouquin paraît par Bob Woodward. Alors Bob Woodward, c'est un des deux journalistes qui a sorti le scandale du Watergate, qui a fait chuter Nixon, et puis qui, depuis, à chaque fois qu'il y a un nouveau président, fait un bouquin d'enquête fouillé sur ce président. Ce journaliste, donc, sort un livre étayé par de nombreux témoignages, livre qui s'appelle Fear, Peur, à la Maison-Blanche, sous-entendu, et qui dit en gros que le président Trump a un comportement erratique dont un certain nombre de gens essayent de mettre les doigts un petit peu pour éviter que ça fuite et contenir l'impulsivité du personnage qu'il traite par ailleurs de narcissique. Bien. Et puis, tribune, ça c'est un fait inouï, tribune anonyme dans le New York Times, donc un quotidien de référence, d'un proche d'un membre du cabinet de Donald Trump qui dit en gros nous sommes obligés de prendre des mesures pour contenir des décisions, pour changer des décisions du président élu. Si j'emploie ce mot élu, c'est qu'il y a de nombreuses manières d'aborder ce sujet, mais en gros les deux disent qu'il y a un dingue à la Maison-Blanche. Ben moi, j'en voudrais bien des dingues comme ça à la tête de la France. Là, franchement, moi, les rumeurs, il est fou, il est ceci, il est cela, je n'en ai rien à faire. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui se retire d'accords absolument scandaleux, mauvais pour l'Amérique, mauvais pour son peuple. Quand nous, on les signe, comme le CETA, etc. C'est quelqu'un qui a fait baisser le chômage. C'est quelqu'un qui a rapatrié les entreprises avec une politique de préférence nationale. Les gens de Harley-Davidson vous diraient le contraire, puisqu'ils sont obligés de faire fabriquer les Harley en Europe pour pouvoir les vendre en dehors des États-Unis. Mais alors ça c'est un autre élément qui est lié à des accords particuliers, à des statuts particuliers. Il n'empêche que on a quelqu'un qui est patriote, qui aime son pays, qui dit America first. Moi, j'attends d'entendre France en premier, France d'abord, qui a fait baisser le chômage, je crois que je l'ai dit, le pouvoir d'achat a augmenté. Enfin, je veux dire, on est face à une réussite économique, à une réussite morale,
parce qu'il a redonné aux Américains la fierté. D'un président qui est obligé d'acheter d'anciennes actrices porno pour qu'elles ne témoignent pas contre lui. Et j'ai envie de dire, on s'en fout. Non, mais attendez. Non, mais alors, là, moi, j'ai envie de dire... C'est son avocat qui le dit, hein, c'est pas moi. On s'en fout. De leur privé. On s'en fout, c'est de leur privé. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Qu'on ait quelqu'un qui, dans sa vie privée, fasse n'importe quoi et qui, en tant que président élu pour faire un certain travail, fasse parfaitement bien ce travail, ou est-ce qu'il faut suivre tout le vent des gauchistes, des Soros, etc., qui, parce que c'est... Je veux dire, vous avez... Regardez ce qui se passe, mais regardez ce qui se passe actuellement avec Orban. Je n'arriverai pas à l'attaquer. Non, mais je veux dire, on est en train de taper sur tous les lépreux, si on reprend le... Mais ils sont nombreux de plus en plus. Et ils sont nombreux, heureusement, mais il n'empêche que... C'est les autres qui vont finir par être lépreux. Oui, mais c'est la même chose. On tape sur Orban, on tape sur Salvini, on tape sur Trump. Et c'est pas un hasard. Alors, Sauf que personne ne dit qu'Orban est déséquilibré. Personne ne dit qu'Orban... Ils disent que c'est un nazi. Une chose assez forte sur Trump. Je vais vous raconter un truc parce que c'est une des choses les plus énormes. Un de ses conseillers dit, il prend une décision, on lui retire le document qu'il allait signer suite à sa décision, il ne s'en aperçoit pas. Et donc, en fait, c'est un président qui n'a aucune suite dans les idées. Non, c'est pas vrai. C'est un élément. Mais c'est quand même incroyable. Est-ce que vous ne croyez pas que pour être président des États-Unis, enfin, moi, il me semble, je suis peut-être un petit peu cynique, mais je suis persuadée que c'est compliqué. S'il était humble, gentil, discret, pointilleux, gentil garçon, boy scout, je ne sais pas s'il serait arrivé là où il en est. C'est un fait que souvent, dans les hautes sphères, on retrouve des gens narcissiques, mégalos, sinon ils se seraient flingués 10 fois, qui ont du paranoïaque, qui ont du culot. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Moi, que Mélania Trump traîne un mari dingue, je m'en contre-tape. En revanche, ce que je vois, c'est que notamment avec... Enfin, pas vous, honnêtement. Je ne suis pas marié à Trump, je pense que ça me dérangerait beaucoup, mais je vous laisse votre désir pour Trump. Voilà, non, le sort de Mélania m'importe peu. J'allais dire m'intrompe peu. Mais ce que je vois, c'est qu'avec la Corée, on a dit c'est un dingue, il va y avoir un déclenchement de guerre mondiale, tous aux abris. Finalement, il s'est pas si mal débrouillé. Donc, je crois qu'il faut rester assez quand même prudent avec toutes ces accusations. Je pense qu'on pourrait prendre, je pense aux actrices porno. Moi, écoutez, j'ai entendu des gens, je répéterai pas parce que c'est peut-être de la diffamation et des rumeurs, mais qui ont travaillé qui ont été gardes du corps, ils ont des histoires épouvantables à vous raconter sur un nombre d'hommes politiques. Bon, donc je crois qu'il faut quand même prendre ça avec prudence et regarder simplement les faits. Les faits. Les Américains, pour le moment, autant qu'on puisse en juger, ont l'air plutôt contents. Ils ont l'air très contents. D'ailleurs, il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup, c'est qu'on parle des élections à mi-mandat. Oui. Qui arrive là. Donc c'est le mardi, le premier mardi de novembre. Les élections, toutes les élections aux États-Unis se font avec des primaires. Oui. Et vous remarquerez que les candidats, il y a des candidats républicains qui étaient bien implantés, bien installés. Ceux qui contestaient Trump ont été balayés par les candidats soutenus par Trump. Et alors moi, je voudrais voir quelque chose quand même, parce que c'est très intéressant, parce qu'effectivement, il est de bon ton de taper sur Trump depuis 18 mois, depuis 2 ans, puisque avant les élections, on lui tapait dessus déjà avant sa victoire. Et là, quand même, il y a un vent qui est en train de tourner. Comme dirait l'autre, les mouches ont changé d'âne. Je vois que dans les médias français, j'ai entendu par exemple François Langlais, qui est un excellent éditorialiste économique. Il a fait une tribune, un éditorial très élogieux sur RTL il y a 15 jours. Et sur Trump. Sur Trump, absolument. Et là, le canard enchaîné, c'est pas Minute, c'est pas Fox News, qui écrit « Trump, idiot et pas si con à la fois ». Alors, vous voyez la phrase suivante. À moins de 2 mois des législatives du 6 novembre, le président des super riches bénéficie de la bonne santé économique du pays. Le déficit se creuse, mais la croissance est au top et le chômage est en baisse. Les syndicats de l'automobile applaudissent ce milliardaire qui prétend rendre sa grandeur à l'Amérique et tous les jobs partis ailleurs. Il y a même des observateurs étrangers, etc. Et puis je lis dans le Franz-Olivier Gisbert, c'est pareil, c'est pas un gauchiste. Pas Fox News non plus. Il dit quand même, si on ne veut pas d'ennui, il faut toujours emprunter le pont aux ânes de la bien-pensance.
Mais il dit voilà, que l'on me pardonne d'en rajouter encore à la liste des offenses à la pensée de Panurge, mais il faut aussi créditer Donald Trump de l'incroyable relance de l'économie américaine. Il a dit, il fait ce qu'il a dit ce qu'il ferait. Alors maintenant la diplomatie du tweet, on peut pas aimer, on peut aimer, ne pas aimer, mais enfin ça marche. Et sur la Corée du Nord, je suis quand même stupéfait. Il y avait notre ami André Berkoff avait anticipé ce truc-là, c'est extraordinaire. Pour vous rejoindre, Olivier, juste un mot, parce que moi je suis étonné d'une chose, je vous ai tendu des perches que vous n'avez pas saisies, c'est qu'il y a un collaborateur de Trump qui dit, face au président élu, c'est pour ça que j'ai employé ce mot tout à l'heure, mais je le répète pour être bien entendu, c'est qu'il y a un type qui ne sert pas le président qui a été élu, qui lui retire des papiers qu'il est censé signer, et qui en gros sous-entend qu'il y a des hauts fonctionnaires qui prennent des décisions. Excusez-moi, Franck, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est pas grave finalement? Mais c'est grave, mais attendez. C'est pas une contradiction de la démocratie. Même si dingue est élu, pardon, je vais juste aller. Même si Trump est un dingue et qu'il est élu, finalement c'est lui qui doit prendre les décisions parce que c'est la décision du peuple américain. Et c'est sur quel sujet? C'est quoi? Voilà, j'en sais rien. Une fois dans un amas de. Non mais ça va aller. Écoutez, c'est bien un article dans le New York Times avec un témoignage. C'est une tribune anonyme. Oui. D'accord. Vous y prêtez foi jusqu'à quel point, vous? Parce que vous savez, même vous écrivez des lettres anonymes à la police, ils les lisent pas. Hein. Parce que c'est un gros journal dont la crédibilité est en jeu. Oui, la crédibilité est en jeu, mais moi, maintenant, je vais vous dire autre chose. J'ai fait une émission de radio quand Trump a été élu sur un autre média. Et j'ai dit, moi j'ai une crainte, c'est qu'il se fasse assassiner. Parce qu'il faut bien comprendre que la politique de Trump, qui vise à aller à revenir sur les aspects négatifs de la mondialisation, c'est-à-dire mettre des barrières douanières, coûte énormément d'argent aux banques et aux multinationales qui ont investi massivement en Chine. Et cette politique qu'il a déjà mis en place très rapidement fonctionne. Parce que vous m'avez parlé du cas de Harley-Davidson. Mais est-ce que vous savez que le plus gros constructeur mondial de produits électroniques, qui est le chinois Foxconn, est en train de monter les iPhones et tout ça. Est en train de monter une méga usine de 60 000 salariés aux États-Unis. Donc là, on parle plus de délocalisation en Chine, c'est les Chinois qui relocalisent aux États-Unis. Mais ça, on vous en parle pas dans les médias, on vous parle de Harley-Davidson. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a par exemple Fiat Chrysler qui a décidé qui avait monté des usines, qui commençait à monter ses usines ailleurs, qui a décidé de rembaucher 30 000 personnes aux États-Unis. Les charbonnages qui reprennent, des gens qui étaient au chômage depuis 2 ans. Et ça profite essentiellement aux Noirs et aux Latinos qui sont les populations les plus au chômage. Donc vous voyez, on le traite là encore de racisme alors que sa politique profite au peuple américain et aux gens les plus exclus jusqu'à présent. C'est pour ça que Tariq disait qu'il y avait une incertitude sur les midterms. Et tout ça pour un témoignage de quelqu'un qu'on ne connaît pas dans le journal, mais moi, à la limite, le témoignage, je vous le fais, je vous écris un papier, je veux dire, non, excusez-moi, ces journaux-là... Les faits qui sont cités par ce témoin prouvent que c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de la Maison-Blanche. Un témoignage anonyme, il peut être très bien à la Maison-Blanche, il peut avoir vu 2 ou 3 faits, il peut les gonfler démesurément. Le fameux journal en question n'est pas un journal pro-Trump. Pour rejoindre ce que disait Tariq tout à l'heure, ça c'est sûr. Le Monde, qui est quand même pas du tout un journal trumpiste, qui était vraiment très incisif contre Trump, le 12 juillet, un article pour dire que sa politique commerciale vis-à-vis de la Chine est excellente. Alors, il trouve qu'il est trop vulgaire, un peu brutal, etc. Mais il a en face de lui tous les médias. Il a Hollywood, il a les banques, il a les multinationales. Il est acculé. Il sait qu'il est seul contre tous. C'est pour ça qu'il est en campagne permanente. Et il a, en plus contre lui, et ça, moi, je suis assez stupéfait de ça, il a des gens dans son propre cabinet, c'est eux-mêmes qui le disent. Mais ne sont-ils pas des taupes dès le départ? Il y a des gens dans son cabinet qui sont des républicains, par définition. Mais vous savez bien qu'il y a une tendance des républicains. On le savonne la planche de l'intérieur. C'est pour ça que je vous posais cette question, parce qu'il me semble que si ça dénonce des dérives de son caractère, ça parle quand même en creux d'une prise de pouvoir par des non-élus par rapport à un homme qui est élu. Mais Franck, le cas Macron, vous avez on revient avec la boucle bouclée à l'affaire du début. Je pense que quelqu'un de l'intérieur pourrait écrire un papier absolument épouvantable au vitriol en disant c'est un déséquilibré et un dingue. Alors ce serait pas... Il n'y aurait pas beaucoup de gens qui semblent moins. Non, attendez, vous dites qu'il semble moins. Excusez-moi, vous voulez la liste de tous les dérapages de Macron? Par exemple, quand il a humilié le président du Burkina Faso, parce que j'ai été pendant une semaine au Bénin, on m'en parlait
encore. Hein. Je veux dire, le président du Burkina Faso a été humilié devant sa population. C'est scandaleux. Vous voyez. Après, il a parlé des Comoriens. Ah oui, le Kwassa qui transporte du Comorien. Moi, je parle pas comme ça des gens, vous voyez. Même des migrants, je suis vraiment contre l'immigration. Mais je parle pas comme ça des pauvres gens qui sont obligés de se déplacer pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire. Et les dérapages ont été nombreux. Ce n'est pas un saint. Attendons de voir ce qu'il fera. En plus, c'est le président des États-Unis. Et moi, j'ai coutume de dire il défend les intérêts des États-Unis. Il est là pour ça. France. Il est là pour ça. Donc, je reste toujours circonspect. Mais moi, et je pense qu'on doit à nos lecteurs, je pense pour Boulevard Voltaire, de s'en tenir aux faits. Parce que là, c'est de la part du New York Times, moi, je trouve pas que ça soit très sérieux. Oui. Et juste avant les élections, je vous observer, juste avant les élections, le livre et l'article sortent. Les deux en même temps, c'est les deux torpilles avant les élections parce qu'en fait, ils espèrent lui faire perdre les élections à mi-mandat et déclencher une procédure d'impeachment. Et observez bien. Écoutez, il y a quand même une histoire dans le monde. Berlusconi a été viré par un coup d'État de Merkel, du FMI, etc. Bien. Les Italiens ont dû se supporter pendant 6 ans. Voté par les Italiens au final, quand même. Voté une fois. Mais Franck, non, elle n'a pas été votée. Il a dû démissionner sous la pression. Bien. Ensuite, il y a eu des élections. Et évidemment, la droite étant ététée, c'est la gauche qui est passée. Parce qu'en Italie, la gauche ne passe que comme ça, en général. Hein. Bref. Ensuite, nous avons le cas Macron. Ces élections présidentielles scandaleuses en France, où je suis désolé, le choix a porté sur le moins mis en examen. Voilà. Et il n'a pas été mis en examen parce que, probablement que c'était pas dans l'intérêt des gens qui l'ont fait. Bon. En Espagne. En Espagne, on avait Mariano Rajoy. Il a été viré, là aussi, le même coup d'État. Un espèce de coup d'État judiciaire. Et on place donc M. Sanchez qui est sur un funambule parce qu'il ne va pas durer. Mais là, il leur fallait quelqu'un parce que sinon le pauvre Macron, tout seul en Europe, il se serait noyé. Il se serait noyé dans la mer aux migrants. Et pour finir, élection de mi-mandat aux États-Unis, on torpille, on envoie missile sur missile à Donald Trump. Moi, excusez-moi, on va me dire que je suis complotiste, mais je ne suis pas le seul parce que tous les gens de la République En Marche trouvent que l'affaire Benalla, c'est un complot aussi. Et on menace Orban en même temps. Voilà, et menace Orban en même temps. Ce sujet, c'était la conjonction que vous soulignez. Vous la dites fabriquée. Je vous disais juste qu'il y avait un grand journaliste. Il n'y a que les gens de droite qui ont des problèmes avec la justice. C'est quand même curieux avant les élections. Ce soit forcément fabriqué. Alors moi, je ne veux pas sombrer dans le complotisme, comme vous dites, et imaginez quelqu'un l'a écrit. Mais prenez simplement une entreprise. Celui qui va au prud'homme, en général, et quelquefois il a raison, il a beaucoup à dire sur son patron, qui lui a balancé quelquefois un cahier à la figure, qui a eu des comportements parfaitement irrationnels, qui l'a traité plus bas que terre, et on va dire que c'est un pervers narcissique. Trump, il a la tête d'une grosse boîte, si j'ose dire. Donc, ses propos sont peut-être vrais. Maintenant, est-ce qu'ils ont une quelconque influence sur son rôle de président, et est-ce qu'ils doivent infléchir notre opinion sur lui? Je ne suis pas sûre. Ok, mais j'ai entendu. Mon sujet vous a paru extrême, il était un petit peu fait pour ça. Finalement, si je synthétise, vous préférez les faits au caractère. Écoutez, bien sûr. Bien sûr. Non mais écoutez, moi je vais vous dire, il y a même, et nous rendons la parole au peuple. Il y a même dans cette affaire un espèce de conflit, un peu de classe entre guillemets, parce que c'est vrai que vous écoutez parler Trump, vous sentez pas un grand raffinement, une grande culture. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je ne peux pas vous dire que son personnage m'ébahit par sa classe. Vous voyez? Et alors évidemment, la New York classe Times. de Hollande. Oui, non mais ça, on parle de ce cas d'espèce. Bon, il est bien évident que tous ces beaux messieurs du New York Times, etc., qui ont l'habitude de dîner ensemble dans des restaurants gastronomiques. Alors je sais que lui, il aime beaucoup les fast-food, etc. C'est pas terrible. Bon, mais il y a même un problème, même personnel. Ils se disent, mais c'est un plouc qu'on a mis là. Bon, je suis persuadé qu'il raisonne comme ça. Et donc, il le déteste. Au-delà même de l'aspect. C'était pas le premier plouc à arriver. Ça a été largement reproché à Jimmy Carter quand il est arrivé, démocrate qu'il était. Oui, alors Obama leur convenait bien mieux, parce qu'il ressemblait un peu à Harry Belafonte. Enfin, ça fait beaucoup. Bien sûr. Par contre, pour sa politique et ses effets, excusez-moi, mais bon, je suis pas convaincu. Très bien. Écoutez, nous en restons là. Merci de votre participation, à vous quatre. Et nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle émission de Tête à Clash. À très très vite donc pour de nouveaux sujets qui vont provoquer débats et polémiques. Franck, il faut inviter plus de femmes. Plus de femmes? Bah oui, c'était animé, regardez, il y avait 2 femmes. Ne coupez pas, attention. Je suis bien d'accord, mais ça me va bien. Après, c'est ma femme qui ça me va bien. gueuler. C'est trop tard, c'est dans la boîte. À très vite, merci, au revoir.